Lorsque deux agents de sécurité ont tenté d'éloigner un marine noir de la cérémonie de remise de diplôme de son fils, personne ne s'attendait à ce que Cinévis il se lève dans la foule et stoppe toute la salle sans dire un mot. Solomon Driton ne s'attendait pas à être reconnu lorsqu'il gara sa voiture sur le parking derrière le lycée Elmidge. Le bâtiment ressemblait à la plupart des lycées des petites villes du Texas. Des briques rouges vieillies, quelques drapeaux flottant au-dessus de l'entrée, des adolescents traînant près des portes du gymnase. Il y avait déjà foule, des parents en chemise habillée, des frères et sœurs tenant des pancartes, une grand-mère appuyée sur un déambulateur. Tout y était. Il gara sa Dodge chargée près de la clôture en grillage et en sortit, lissant les plis de son uniforme bleu marine. Ses bottes brillaient comme un miroir, non pas pour se faire remarquer, mais parce qu'il ne savait pas faire les choses à moitié. Il regarda autour de lui. Sa posture se démarquait, droite, ferme. Son visage, bien que calme, portait la sérénité d'un homme qui avait vu la vie sous trop d'angles. Il avait conduit pendant 8 heures depuis Temple pour assister à la remise de diplôme de son fils. Il aurait pu prendre l'avion, mais la chargée était la voiture préférée de sa femme, et même 2 ans après sa mort, il se sentait plus proche d'elle sur la route. Solomon ouvrit la boîte à gants et en sortit une petite photo. Elle était vieille et usée, avec une déchirure dans le coin, sa femme tenant Tyrone quand il n'était encore qu'un bébé. Il la glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Je te l'ai promis, dit-il doucement. Je ne raterai pas ça. » Sa marche vers l'entrée fut lente et pleine de sens. Chaque pas avait du poids. Sa poitrine se gonflait d'un sentiment qu'il ne savait pas nommer, quelque part entre la fierté et la douleur. À l'intérieur, le gymnase était bondé. Des chaises métalliques couvraient le sol, les gradins débordaient déjà. L'air sentait vaguement le pop-corn des stands et la cire pour le sol. C'était bruyant, chaotique, vivant. Solomon montra son billet imprimé à un bénévole près de la porte, un petit homme avec un casque et une tablette. L'homme plissa les yeux sur le billet, hocha rapidement la tête, puis pointa la 3e rangée à gauche. « C'est bon. Place pour les familles, juste devant. »« Merci, » dit Solomon d'une voix posée. Il se dirigea vers sa rangée, croisant le regard de quelques familles sur son passage. Certains le regardèrent, firent un double regard en voyant l'uniforme, puis détournèrent les yeux comme s'ils n'avaient rien vu. Une femme lui fit un léger sourire, puis chuchota quelque chose à l'homme à côté d'elle. Solomon ne réagit pas. Il avait été noir, grand et en uniforme depuis longtemps. Il savait ce que certains regards signifiaient, et ce que d'autres ne signifiaient pas. Il trouva son siège et s'assit. La chaise était en plastique, légèrement bancale. Il l'ajusta sans se plaindre. Devant lui, la scène était prête. Des banderoles ornaient le mur du gymnase, promotion 2024, en grandes lettres argentées. Quelques membres du conseil scolaire se tenaient près du podium, relisant leurs notes. Solomon jeta un œil aux rangées d'élèves alignés à l'autre bout du gymnase. Tyrone était quelque part au milieu, grand, élancé, avec les yeux de sa mère. 18 ans passés en un clin d'œil. Il se souvenait de la nuit de sa naissance, alors qu'il le tenait encore en uniforme, les ongles sales. Il était rentré d'Okinawa avec seulement 4 jours de permission. Et maintenant, les voilà. Il restait immobile, presque sans cligner des yeux, absorbant chaque seconde. Derrière lui, les gens continuaient d'arriver. Les chaises raclaient le sol, les programmes bruissaient. Quelqu'un ria trop fort. Un homme renversa son café et grogna dans sa barbe. Rien de tout cela ne toucha Solomon. Son monde s'était réduit à la scène, au visage jeune, et au poids de la photo contre sa poitrine. Puis la musique démarra. Pompe and circumstance. La foule se leva. Quelques élèves semblaient nerveux, d'autres rayonnaient. Solomon se leva aussi, les épaules droites, les bras le long du corps. L'hymne national suivit. Tous posèrent la main sur le cœur. Solomon, lui, ne bougea pas. Sa simple présence valait un salut. Il pensa encore à sa femme. Elle aurait pleuré durant toute la cérémonie. Elle aurait refait la cravate de Tyrone 3 fois avant de le laisser sortir de la maison. Son regard resta fixe. Mais alors que la dernière note de l'hymne s'éteignait, 2 hommes en uniforme commencèrent à descendre l'allée latérale. Ils se dirigeaient droit vers lui. Les 2 agents de sécurité avançaient avec détermination. Ce n'étaient pas des policiers. Leurs insignes portaient le nom Harland Security Service, et leurs uniformes étaient standards, polo noir rentré dans des pantalons cargo, oreillettes, radio à la ceinture.
Aucun des deux ne semblait avoir plus de 30 ans. L'un était petit, trapu, avec la tête rasée et une expression dure. L'autre était plus grand, mince, et mâchait un chewing-gum comme s'il préférait être ailleurs. Solomon les remarqua immédiatement, mais ne broncha pas. Son entraînement lui avait appris depuis longtemps que l'immobilité commandait plus que le mouvement. Il garda les yeux fixés devant lui, les mains posées sur ses cuisses. Le plus petit s'arrêta à côté de lui et se pencha juste assez pour être entendu. « Excusez-moi, monsieur, dit-il à voix basse. Il va falloir nous suivre. » Solomon tourna lentement la tête. « Y a-t-il un problème ?» Le plus grand s'avança. « Ouais, cette section est réservée aux familles des diplômés. » Solomon cligna des yeux, puis sortit de la poche intérieure de sa veste le même billet imprimé qu'il avait montré à l'entrée. « C'est ma place. 3e rangée, côté gauche. Place réservée à la famille. » Confirmé. Le garde le plus petit n'a même pas regardé le billet. On nous a dit que c'était complet. Solomon n'a pas bougé. C'était complet aussi quand je me suis assis. Vous voulez me dire qui a donné cet ordre? Le garde grand a bougé, mal à l'aise. Il ne s'attendait pas à une voix calme et claire. Écoutez, ce n'est pas bien grave. Il y a des places libres au fond. Inutile de faire tout un plat. Les yeux de Solomon se plissèrent légèrement. Pas de colère, juste un calcul tranquille. J'ai conduit 8 heures pour voir mon fils marcher sur cette scène. Je resterai assis ici. Quelques têtes commencèrent à se tourner. Une femme, 2 rangées plus loin, donna un coup de coude à son mari et fit un signe de tête dans leur direction. Quelqu'un dans les gradins inclina son téléphone, peut-être pour filmer. Le petit garde se redressa et regarda autour de lui. « Monsieur, je vais vous le demander une dernière fois. » « Vous pouvez demander toute la journée, » répondit Solomon d'une voix plus basse, plus ferme. « Je ne bouge pas. » Le grand garde claqua de la langue, agacé. « Peut-être que vous seriez plus à l'aise au fond. » C'est tout ce qu'on dit. Et voilà. Solomon le regarda enfin, pleinement. Cette phrase n'avait rien à voir avec la logistique. Rien à voir avec une politique d'établissement. Elle parlait d'autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus silencieux, quelque chose qu'il avait suivi toute sa vie, dans les salles d'attente, les porches, les salles de réunion, même à la cantine de la base, juste derrière un sourire, juste sous un murmure. Il ne répondit pas. L'atmosphère changea, comme elle le fait quand les gens sentent qu'une limite vient d'être franchie. Le petit garde le sentit aussi. Le petit garde le sentit aussi. Il ajusta la radio sur sa hanche et murmura quelque chose dans le micro, sans quitter Solomon des yeux. Solomon resta assis, le regard fixé vers la scène, comme si la conversation était terminée. Pour lui, elle l'était. Une femme assise à côté de lui, plus âgée, à la peau pâle, se pencha légèrement vers lui et chuchota. « Ne les laissez pas vous faire bouger. » Il hocha une fois la tête, reconnaissant son soutien, mais ne dit rien. Il ne voulait pas faire de scène. Il voulait juste voir son fils obtenir son diplôme, comme n'importe quel père. Mais les gardes n'en avaient pas fini. Le plus grand baissa encore la voix. « Écoutez, si vous avez un problème, voyez ça avec le secrétariat. On a reçu des ordres. » Solomon tourna lentement la tête vers lui. « Vous avez un nom, fiston ?» Le garde cligna des yeux. « C'est l'agent Mali. »« Pas agent, » répondit Solomon. « Vous êtes de la sécurité privée. » L'autre intervint. « Bon, ça suffit maintenant. Si vous ne vous levez pas. » Il ne termina pas sa phrase. Parce que c'est à ce moment que la porte du gymnase, tout au fond, s'ouvrit dans un clic, et que 6 hommes entrèrent. Pas d'uniforme. Pas de badge. Juste des postures droites, des épaules carrées, et des visages qui disaient qu'ils avaient connu bien pire que des regards gênés ou des consignes absurdes. Ils n'entrèrent pas ensemble. Ils se dispersèrent, prenant différents sièges, comme s'ils n'étaient pas liés. Mais quiconque les observait de près le savait. Ils bougeaient pareil, observaient pareil, s'asseyaient pareil, calmes, vigilants. Solomon ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il savait exactement qui ils étaient. Mais les gardes, eux, ne savaient pas. Pas encore. Et ils allaient l'apprendre. Solomon garda les yeux fixés sur la scène. Sa mâchoire ne bougea pas, mais son esprit tournait. Il n'était pas en colère. Pas encore.
Mais quelque chose en lui venait de s'enclencher comme un interrupteur qu'il n'activait qu'en dernier recours. Celui qui servait à survivre, à tenir, à rester calme sous pression. Les deux gardes restaient là. Ce n'était plus vraiment faire leur travail, c'était autre chose. Rappeler à un homme qui avait le pouvoir. Mais il ne comprenait pas que Solomon avait vécu dans des endroits où le pouvoir signifiait la vie ou la mort, pas un gymnase avec des chaises pliantes et un micro mal réglé. Un nom d'élève fut appelé sur scène. La foule applaudit poliment. Mais les gens autour n'écoutaient plus. Ils observaient la scène, en faisant semblant de ne pas regarder. Le garde le plus grand, Mali, changea encore de position. Il se pencha, sa voix à peine audible. « J'essaie de vous rendre service, là. Ce n'est pas obligé de mal tourner. » Les yeux de Solomon le fixèrent. « Vous n'avez pas ce genre de service à offrir. » Silence. Mali recula un peu, visiblement incertain de la suite. Mais le petit garde, Garvin, selon son badge, était moins patient. Il n'aimait pas qu'on lui résiste. Sa main se rapprocha encore de la radio. Quelques rangées plus loin, un homme se leva lentement. Personne ne le remarqua tout de suite. Il ne dit rien, croisa les bras, et observa. Rasé de près, carrure massive, regard vif. Il s'assit dans l'allée sans détourner les yeux. Un deuxième homme se leva de l'autre côté du gymnase. Même posture. Calme. Délibéré. Puis un troisième. Ils ne parlèrent pas. Ils n'avaient pas besoin. Solomon les connaissait tous. Il ne se retourna pas. Ses instincts n'avaient pas besoin de confirmation. Il avait mené ses hommes à travers la boue, sous les tirs, dans un silence plus sombre que tout ce que l'on pouvait imaginer. Garvin se pencha encore, cette fois avec une voix un peu plus tendue. « Écoutez, mec. Vous êtes en train de créer un problème. » Solomon tourna lentement la tête, délibérément. « Et vous n'écoutez pas. » La main de Garvin bougea encore vers la radio. Mais avant qu'il ne parle, une voix brisa la tension à 3 mètres de là. Y a-t-il une raison pour laquelle cet homme est dérangé? Clair. Calme. Maîtrisé. Le genre de voix qui ne s'élève pas pour se faire entendre, mais descend juste assez pour faire taire tout le monde. Elle venait d'un homme debout dans l'allée centrale. Grand, barbe poivre et sel, manteau noir bien taillé sur une chemise grise. Il s'appelait Creedman. C'est Solomon qui l'avait sorti des décombres à Kandahar, l'avait traîné sur 200 mètres de sable, sous une pluie de balles. Garvin leva les yeux, pris au dépourvu. « Qui êtes-vous » Creed ne répondit pas. Il fit un pas en avant. « J'ai posé une question. » Mali leva une main. « Monsieur, la situation est sous contrôle. »« Non, » répondit Creed, plus tranchant. « Elle ne l'est pas. » Un autre homme se leva au fond des gradins. Puis un autre. 4 maintenant. Solomon restait assis. Silencieux. Toute l'aile gauche du gymnase regardait ouvertement. Un enfant pointa du doigt. Un professeur tenta de ramener l'attention sur la scène. Mais plus personne ne regardait les diplômes. Creed fit encore un pas en avant. Vous vous ridiculisez. Et vous êtes à un souffle de rendre la situation bien pire. Garvin jeta un coup d'œil à Mali, qui semblait de moins en moins sûr. C'était évident maintenant. Il ne s'attendait pas à du renfort. Surtout pas à un renfort comme celui-là. « Je me fiche de vos ordres, » dit Creed. « Vous ne mettez pas la main sur cet homme. Vous ne lui demandez pas de bouger. Vous ne redemandez rien. » Le silence dans le gymnase devint pesant. Pas de la peur. Du respect. Un respect calme, qui commençait à grandir alors que de plus en plus de gens comprenaient ce qui se passait. Solomon leva enfin les yeux vers Creed et lui fit un léger signe de tête. Pas un merci. Pas une demande. Juste une reconnaissance. Les yeux de Creed s'adoucirent un instant. Puis il recula et reprit sa place, bras croisés. Mais la tension ne s'était pas dissipée. Pas encore. Et les gens attendaient de voir ce que les gardes allaient faire. Le gymnase s'effaça. La scène, les banderoles, les visages, tout se floutait à l'arrière-plan de l'esprit de Solomon. Ses yeux restaient ouverts, mais sa mémoire l'avait déjà ramené en arrière. 15 ans plus tôt, Afghanistan. Fin d'après-midi dans la province de Kandahar. Le soleil ne se couchait pas doucement là-bas.
Il s'écrasait comme un marteau, rendant le sable rouillé et l'air tranchant comme l'acier. Solomon, sergent instructeur à l'époque, venait de finir de briefer son unité quand tout partit en vrille. Un engin explosif improvisé souffla sous leur convoi, retournant le Humvee de tête comme un jouet. La terre et le métal retombèrent avant que quiconque ait eu le temps de crier. Puis les tirs commencèrent. Pas dispersés. Coordonnés. Solomon ne pensa pas. Il bougea. Il se jeta derrière ce qui restait d'une portière. Solomon scrutait le chaos depuis le cadre de la porte. La fumée couvrait le bord de la vallée, mais il aperçut 6 hommes à terre, coincés derrière l'épave en flammes d'un second véhicule. La plupart étaient coincés. L'un d'eux essayait déjà de ramper en avant, traînant un autre soldat par le gilet. C'était Creed Mast. Il n'était sur le terrain que depuis 3 mois et avait une balle dans la cuisse. Solomon s'élança. Sans hésitation, sans appel radio. Il traversa le terrain à découvert, esquivant les rafales de tir, et se jeta à couvert derrière un essieu soufflé. Creed leva les yeux, du sang sur la tempe, haletant. « Tu saignes ?» demanda Solomon. « Tu remarques seulement maintenant ?» toussa Creed. Solomon saisit les sangles du soldat au sol, Henry Kesto, et commença à tirer point Creed poussé depuis l'arrière, grimaçant à chaque centimètre. « Où est Diva ?» cria Solomon. Creed désigna faiblement du doigt. Côté gauche, sous le capot. C'est là que Solomon le vit. Un jeune cil coincé sous une partie du bloc moteur, la jambe piégée. Il criait à l'aide, mais il était trop affaibli pour bouger. Sans hésiter, Solomon dit à Creed. « Tu restes baissé, tu bouges quand je bouge. » Creed acquiesça. C'est là qu'il comprit vraiment ce qu'était le leadership. Solomon courut à nouveau. Son pied heurta du gravier, puis un os, mais il ne s'arrêta pas. Il glissa jusqu'à Diva, s'accroupit et saisit le bord du capot déformé à 2 mains. Il ne bougea pas. Gugny, non. Je vais bien, cria Diva. Tu ne restes pas ici, répliqua Solomon. Il posa un pied, força de toutes ses forces, et souleva. Ses épaules tremblaient, ses côtes lui faisaient mal. Le métal grinça, mais se souleva juste assez pour que Diva libère sa jambe. Ils tombèrent en arrière ensemble, rampant vers la crête. Les tirs fusaient au-dessus d'eux. Creed revint avec Sto, boitant sur sa bonne jambe. 2 autres suivirent. Lim et Horton, le visage noirci par la cendre, fusil à la main. Quand les tirs cessèrent, il n'y eut pas de cri de victoire, aucun discours. Juste le silence et le souffle des hommes. Ils étaient tous en vie. Solomon fut le dernier à se relever. Il resta en arrière jusqu'à ce que la poussière retombe et que l'évacuation médicale arrive. Il ne parla pas pendant longtemps après ça. Mais Creed s'en souvint. Ils s'en souvinrent tous. Après ce jour, plus aucun doute. Si Solomon demandait quoi que ce soit, n'importe où, n'importe quand, il serait là. Peu importe quoi. De retour dans le gymnase, Creed était assis calmement sur sa chaise, les yeux fixés sur les gardes toujours debout près de Solomon. Il ne pensait pas à la guerre. Il pensait aux promesses. L'homme qu'il avait sorti d'une zone de guerre était maintenant harcelé devant la scène d'un lycée pour avoir voulu regarder son fils recevoir son diplôme. Il serra les poings. Un autre cil, Raviermik, entra et s'assit 4 rangs derrière. Puis Zachary Wells trouva une place sur le côté droit des gradins. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Solomon jeta un regard vers le fond du gymnase, brièvement. Son regard croisa celui de Mick. Cela suffisait. Mais les gardes ne comprenaient pas ce que ces regards signifiaient. Pas encore. Et au moment où il ferait un geste de trop, il comprendrait très vite. La cérémonie se poursuivait, du moins en apparence. Les noms étaient encore rappelés. Les familles applaudissaient, parfois trop fort, essayant de masquer la tension qui s'était installée dans l'air. Mais l'attention avait changé de cible. Les regards, autrefois fixés sur la scène, dérivaient désormais vers la 3e rangée à gauche, où Solomon Dretton était assis telle une statue, entouré de 2 gardes qui semblaient perdus. Garvin jeta un coup d'œil vers l'avant, où une responsable de l'école cherchait son regard. La femme semblait nerveuse, articulant quelque chose tout en gesticulant vers les gardes, mais Garvin secoua la tête. Il n'était pas prêt à reculer. Il avait commencé quelque chose, et son ego ne savait pas faire marche arrière. Mali se balança à nouveau d'un pied sur l'autre,
mâchant plus nerveusement son chewing-gum. Visiblement mal à l'aise, mais lui non plus n'était pas encore parti. « Monsieur, dit Garvin, plus fort cette fois. C'est votre dernier avertissement. » Solomon ne bougea pas. « Pour faire quoi exactement ?» Garvin s'approcha, si près que sa ceinture frôla le genou de Solomon. « Pour arrêter de faire une scène. On ne veut pas de problème. Juste reculer. » Solomon tourna la tête et le regarda droit dans les yeux. « Le seul qui cause des problèmes ici, c'est vous. » Les narines de Garvin frémirent. Puis il cracha. « Tu crois que ton uniforme te rend supérieur? C'est un lycée ici, pas ta base militaire. » Un silence tomba dans les rangées autour d'eux. Une petite fille arrêta de gigoter. Un père avec une caméra se figea en plein zoom. Même Mali recula d'un demi-pas, comme si les mots avaient frappé plus fort que prévu. Solomon ne cligna pas des yeux. Il inspira. Non pas pour se calmer, mais pour rester ancré. « Tu devrais partir maintenant. » Garvin ne bougea pas. Sa main descendit vers l'avant de sa ceinture, pas sur une arme, mais assez près pour paraître menaçante. C'est à ce moment-là que Creed se leva. Il ne cria pas. Il ne se donna pas de grands airs. Il entra simplement dans l'allée, lentement, concentré, comme si la conversation le concernait désormais. Le gymnase n'était pas totalement silencieux, mais presque. La voix de Creed était claire. « Si vous le touchez, vous aurez affaire à moi. » Garvin se tourna. « Et vous êtes qui, vous ?» Creed fit un autre pas. « Celui qui vous dit que ça s'arrête ici. » Un membre du conseil d'école remarqua ce qui se passait et chuchota quelque chose au principal. Un assistant se leva, se dirigeant vers le fond du gymnase, probablement en train d'appeler quelqu'un via le talkie-walkie à sa ceinture. Le personnel de l'école comprenait enfin que ça n'allait pas se terminer calmement. D'autres cils se levèrent, éparpillés dans la salle. Pas en formation, sans mot d'ordre, juste un instinct partagé qui s'enclencha. À présent, les 6 étaient debout. Garvin regarda autour de lui, comprenant qu'il ne faisait pas face à un simple parent énervé. Quelque chose clochait. Ces hommes ne gigotaient pas. Ils ne se balançaient pas d'un pied sur l'autre. Leur présence emplissait l'espace comme la pression avant une tempête. Creed s'approcha encore. « Tu as 2 choix. Recule maintenant ou regarde cette situation partir dans une direction que tu ne veux pas. » La voix de Mali brisa enfin le silence. « Mec, on ferait mieux de reculer. » Mais Garvin hésita encore. Solomon reprit la parole, non pour Garvin, mais pour Creed. « Ne gaspille pas ton souffle. Il a déjà fait son choix. » Creed ne sourit pas. Il baissa simplement la voix une dernière fois. « Ne prends pas le silence pour de la faiblesse. » Finalement, Garvin recula. Pas beaucoup, mais assez. Sa main quitta sa ceinture, son visage rouge de colère, mais il était en infériorité numérique et dépassé. Le principal apparut près de l'allée, chuchotant rapidement aux gardes. Ce qu'elle dit fut discret, mais assez ferme pour les envoyer vers la sortie arrière. Ils ne regardèrent personne en partant. Solomon expira lentement. Creed se rassit sans un mot. Les 6 ils restèrent debout, mais l'instant demeura suspendu, et Tyron Drayton observait tout depuis la rangée d'élèves, les poings serrés. Tyron Drayton était au centre de la classe diplômée, entre une fille aux tresses colorées et un garçon dont la toge glissait sans cesse de l'épaule. Ils essayaient de se concentrer sur la cérémonie, riaient nerveusement et vérifiaient leurs cartes de nom comme si tout était normal. Mais le monde de Tyron ne l'était pas. Il avait vu les 2 gardes se diriger vers son père dès la fin de l'hymne. D'abord, il avait pensé que c'était normal. Peut-être aidait-il quelqu'un à trouver sa place. Mais quelque chose en lui disait que non. Puis il vit la posture de son père. Tellement calme, tellement figé, mais verrouillé. Il avait déjà vu ce regard. Le même que lorsqu'il avait 12 ans et était rentré en pleurant parce qu'un camarade avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Son père n'avait pas haussé la voix ce jour-là non plus. Il s'était simplement assis avec ce même regard, comme de l'acier qu'on ne peut pas plier. Tyron suivait la scène du regard autant qu'il le pouvait. Il n'entendait pas ce qui se disait, mais le langage corporel suffisait. Il vit les gardes trop proches, son père assis avec calme, et puis il vit un homme se lever, grand, en manteau sombre. Et Tyron comprit. Ce n'était pas juste un parent. Cet homme connaissait son père. La façon dont il se plaça entre le garde et la rangée,
C'était clair, il n'était pas là pour faire du bruit. Il était là pour Solomon Dretton. Puis un autre homme se leva. Et un autre. Ce n'était pas bruyant, mais c'était comme si la température de la pièce avait changé. Tout le monde regardait maintenant. Le cœur de Tyron battait plus vite. Il n'avait pas peur. Il ressentait autre chose, un mélange de fierté et de feu. Entendre des bribes du service de son père. Des histoires, pas les parties sanglantes. Son père gardait la plupart pour lui, mais il laissait échapper des morceaux, ici et là. Un camarade qui envoyait des cartes de Noël chaque année, une cicatrice venue de quelque part dans la poussière, une boîte dans le garage marquée Kandahar que personne n'ouvrait jamais. Il n'a jamais su les noms, jamais vu les visages, mais maintenant ils étaient là, debout comme s'ils attendaient ce moment, comme s'ils n'avaient jamais cessé de couvrir son père. Tyran cligna des yeux avec force, refoulant la brûlure derrière ses paupières. Il ne voulait pas pleurer. Pas ici. Pas maintenant. La file avançait. Quelques noms furent appelés. Les applaudissements reprirent doucement, comme si quelqu'un avait appuyé sur lecture après une pause. Mais la salle n'était plus la même. L'ambiance avait changé. Il ne s'agissait plus de ballons ou de banderoles. Il s'agissait de respect. Un des proviseurs adjoints tapota l'épaule de Tyron et dit quelque chose qu'il n'entendit pas. Il hocha simplement la tête. L'élève à côté de lui se pencha et chuchota. « C'était ton père » Tyron ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Tout le gymnase avait vu. Et maintenant, tout le monde dans ce bâtiment comprenait quel genre d'homme était Solomon Dretton. Dans le public, Creed resta debout. Il ne cherchait pas l'approbation. Il ne balayait pas la salle du regard. Il regardait Solomon, toujours assis sur la même chaise en plastique, les mains posées sur ses genoux, les yeux rivés sur la scène comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était bel et bien passé. Les autres s'ils restèrent aussi debout, sans se donner en spectacle, simplement présents. Leur silence parlait plus fort qu'aucun micro ne l'aurait pu. Quelques parents applaudirent plus fort à chaque nom, comme s'ils voulaient compenser la tension précédente. Le gymnase était devenu un être vivant, réveillé par un moment d'injustice, maintenu en équilibre par le poids de l'honneur. Solomon resta immobile. Pas dans un geste de défi, ni d'amertume, juste présent. Un père regardant son fils faire un pas de plus vers l'âge adulte. Mais le moment qui allait tout bouleverser n'était pas encore arrivé. Et quand le nom de Tyron serait enfin prononcé, la salle ne pourrait plus faire semblant. La file avançait plus vite maintenant. Certains élèves gigotaient encore, ajustaient leur toque, chuchotaient des blagues, essayant de profiter du moment. Mais Tyran n'était plus là mentalement. Son esprit revenait sans cesse vers son père, assis seul, entouré de visages, mais parfaitement centré sur cette chaise, comme si elle avait été faite pour lui. Il y avait quelque chose dans sa posture, calme, silencieuse, inébranlable. Et quelque chose dans la manière dont ces hommes, ces guerriers, s'étaient levés autour de lui sans qu'on le leur demande. Tyran réalisa pour la première fois qu'il ne connaissait pas vraiment tout le poids que portait son père. Oui, il avait vu les photos, les médailles dans l'ancienne boîte en bois, le drapeau plié rangé dans l'étagère du salon. Mais ces objets ne parlaient jamais. Ils restaient là, comme des reliques. Aujourd'hui, ils avaient marché. Aujourd'hui, ils s'étaient levés. Le proviseur adjoint appela le nom suivant. Puis un autre. Tyran était à 3 personnes de la scène. Il essuya ses paumes sur sa toge, tenta de ralentir sa respiration. La fille devant lui se retourna et sourit nerveusement. « Prêt ?» Tyran sourit un peu. « Plus que tu ne le crois. » Il fit un pas en avant. De l'autre côté du gymnase, Solomon se pencha légèrement. Ses yeux ne quittaient pas la scène. Il n'applaudissait pas pour chaque élève, non par manque de respect, mais parce que son attention s'était resserrée sur le garçon en robe noire avec les cordons rouges et blancs. Le garçon qui ressemblait tant à sa mère quand il souriait. Un nom, 2 noms. Puis la présentatrice marqua une pause, s'éclaircit la gorge, et parla avec un peu plus de gravité. Tyron Dretton. Le nom résonna. Il y eut un court instant de silence. Une demi-seconde, peut-être moins. Puis la salle explosa. Applaudissements, sifflets, acclamations. Mais ce qui frappait, ce n'était pas le volume. C'était le rythme. Le son n'était pas chaotique. Il était délibéré, coordonné, profond. Les Siciles, toujours debout, levèrent les mains et applaudirent à l'unisson.
Chacun claqua des mains avec force, sans chercher l'effet de spectacle. Un salut sans le salut. Un geste qui disait « Nous te voyons. Nous voyons ton père. Nous honorons les deux. » Tyran traversa lentement la scène, menton haut, pas assuré. Son cœur battait fort, mais ce n'était pas le trac. C'était la fierté. Et pas seulement la fierté d'être lui-même. La fierté de savoir exactement qui était son père, et ce que cela signifiait de porter ce nom de famille. Il prit son diplôme des mains de la proviseure, lui serra la main, puis se tourna vers le public. Ses yeux cherchèrent une personne, la trouvèrent. Solomon ne fit pas signe, ne se leva pas. Il croisa simplement le regard de son fils et lui offrit le plus petit, mais le plus sincère sourire de la journée. Tyran hocha la tête une fois, puis descendit de la scène. Les applaudissements ne s'étaient toujours pas calmés. Des parents, qui n'avaient pas dit un mot pendant toute la cérémonie, applaudirent maintenant de toute leur force. Certains se levèrent, quelques-uns essuyèrent leurs yeux, sans savoir exactement pourquoi, mais en sentant qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'important. Solomon se rassit dans sa chaise et laissa le moment l'envahir. Ce n'était pas le genre d'homme à pleurer en public. Mais en lui, quelque chose s'était relâché. Pas du chagrin, pas de la douleur, juste un soulagement. Celui qui ne vient que lorsque le cercle semble complet, même s'il ne l'est jamais vraiment. Les autres noms continuèrent d'être appelés. Mais quelque chose avait changé à partir de cet instant. Chaque élève qui monta sur scène le fit dans l'écho de ce qui venait de se passer. Pas parce que c'était dramatique. Pas parce que ce serait viral. Mais parce que c'était vrai. Mais l'histoire ne se terminait pas avec les applaudissements. Et quand le père et le fils se retrouveraient à l'extérieur du gymnase, ce ne serait pas juste une accolade de fierté. Ce serait le passage de quelque chose de plus profond. Le dernier nom fut appelé 20 minutes plus tard. Tout le monde se leva pendant que la promotion diplômée lança ses toques, cria de soulagement, et s'embrassa comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Les téléphones se levèrent, les appareils photo cliquetèrent, et les ballons rouges et argentés flottèrent au-dessus de la foule alors que les élèves commençaient à sortir par les doubles portes du gymnase vers le parking. Solomon ne bougea pas tout de suite. Elle resta assis calmement pendant que le bruit montait autour de lui, absorbant tout. La musique, les rires, le tourbillon des toges argentées et rouges qui passaient. Ses yeux suivirent Tyran alors qu'il disparaissait dans le couloir avec ses camarades. Un enseignant lui tapa dans la main. Un autre lui fit une accolade rapide. Mais au milieu du chaos, Tyran se retourna une fois. Juste une fois. Et regarda en arrière. Solomon le vit. Un bref regard, mais il en disait long. « Oh, tu m'as vu !» Et l'expression de Solomon donnait la réponse. Chaque seconde. La foule commençait à se disperser. Les gens sortaient en traînant les pieds avec des fleurs et des ballons, se félicitant à haute voix. Solomon se leva lentement, étirant ses jambes, sentant le poids d'être resté trop longtemps dans la même position. Creed s'approcha alors que le gymnase se vidait. Il ne dit rien au début, se contenta de regarder Solomon, puis vers la sortie. « Ça va ?» demanda finalement Creed. Solomon hocha la tête. « J'ai déjà vécu pire. » Creed esquissa un sourire. « Ouais, mais ça n'aurait jamais dû se produire. »« Non, » dit Solomon, « ça n'aurait pas dû. » Un autre soldat, Raviermik, les rejoignit. On a essayé de rester discret, mais quand ce type a mis sa main près de sa ceinture, Solomon leva doucement la main. « Vous avez fait ce qu'il fallait faire. » C'était suffisant. Les trois hommes restèrent là quelques secondes de plus, laissant le bruit s'échapper de la pièce. Puis Solomon dit « Je veux voir mon fils dehors. » Le soleil frappait fort sur le béton, projetant de longues ombres des gradins sur le parking arrière. Des étudiants, rassemblés en petits groupes, prenaient des photos, relançaient leur toque en l'air, appelaient leurs proches. Tyran se tenait près du mât du drapeau, sa toge à moitié ouverte, le diplôme dans une main et son téléphone dans l'autre. Quand il vit son père s'approcher, il s'interrompit en pleine conversation. La foule autour de lui s'effaça en arrière-plan. Ils se rencontrèrent à mi-chemin. Tyran fut le premier à parler. « Ça va ?» Solomon hocha la tête. « Et toi ?»« Ouais, » répondit Tyran, puis il baissa les yeux un instant. « Ils ont essayé de te faire partir. »« Je sais. » La mâchoire de Tyran se crispa.
J'étais à 2 doigts de quitter la scène, papa. Je te jure, j'étais à 2 secondes de dire quelque chose. Solomon posa une main sur l'épaule de son fils. Et c'est pour ça que tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que tu savais que je pouvais gérer. Et parce que tu as vécu ton moment comme un homme. Tu n'as laissé personne te le voler. Tyran retint son souffle un instant. C'était qui, ces gars qui se sont levés? Solomon jeta un œil derrière lui. Les 6 soldats étaient maintenant dehors aussi, rassemblés près de la sortie, parlant doucement. Ils ne cherchaient pas l'attention, juste à veiller, comme toujours. Ce sont des hommes avec qui j'ai saigné. Des hommes qui savent ce que loyauté veut dire, dit Solomon. Des hommes qui n'oublient pas. Tyran hocha lentement la tête. C'était puissant. C'était nécessaire, répondit Solomon. Parfois, le silence est plus fort que les cris, et parfois se lever sans parler dit plus que 1000 mots. Un moment passa, sans que personne ne parle. Puis Tyran sourit. Tu vas enfin me raconter tes histoires de guerre? Solomon rit doucement. Quelques-unes. Tu es assez grand pour connaître les vrais maintenant. Ils restèrent là, côte à côte, non seulement père et fils, mais 2 hommes unis par quelque chose d'indescriptible. Creed, qui habitait juste de l'autre côté du lotissement, leva la main. Pas un salut, juste un geste de respect. Tyran le lui rendit sans hésiter. Le soleil montait encore, mais pour les Dretons, le temps ne s'écoulait plus de la même manière. Mais il restait encore un dernier moment, car malgré tout, la vraie leçon n'avait pas encore été dite à voix haute. La plupart de la foule s'était dissipée quand Solomon et Tyran retournèrent au parking. Quelques familles traînaient encore, riant autour de chaises pliantes ou chargeant dans leurs coffres des fleurs et des cadeaux. Mais le bruit avait diminué, et la lumière du soleil s'était adoucie dans la soirée naissante. Solomon déverrouilla la chargée, la même que sa femme conduisait pour les réunions parents-profs ou les escapades du week-end. Tyran s'arrêta devant la porte passager, passant les doigts sur une éraflure près de la poignée. « Elle aurait crié le plus fort aujourd'hui, » dit-il doucement. « Elle t'aurait fait reprendre chaque photo jusqu'à ce que ton sourire soit parfait, » répondit Solomon avec un sourire. Ils montèrent, refermant les portes derrière eux. La voiture, chauffée par le soleil, ressemblait à un cocon isolé du reste du monde pour quelques instants. Tyran se tourna vers son père. « Je dois te demander, pourquoi tu n'as rien dit à ces agents? Tu es juste resté assis. » Solomon tapa une fois sur le volant, puis se tourna vers lui. « Parce que je n'ai pas besoin de me lever pour affirmer qui je suis. Je n'ai pas besoin d'élever la voix pour être entendu. » Tyran regarda par la fenêtre un instant, réfléchissant à cela. « Tu sais combien de fois dans ma vie j'ai dû choisir entre laisser passer ou exploser? » Reprit Solomon. Ce moment aujourd'hui, ce que ces hommes ont essayé de faire, ce n'était pas nouveau. Mais la façon dont on réagit, c'est ça qui nous définit. Mais ils t'ont manqué de respect, dit Tyran, devant tout le monde. Oui, répondit Solomon, et tout le monde l'a vu. Mais ils ont aussi vu la vérité. Ils ont vu 6 hommes qui auraient pu être ailleurs se lever. Pas parce que je leur ai demandé. Parce qu'ils savaient ce que ce moment signifiait. Tyran resta silencieux. « Fils, dit Solomon, la vie te donnera 100 occasions de réagir avec colère. Et parfois, la colère est justifiée. Mais le plus souvent, le silence blesse plus. La dignité dure plus longtemps. C'est ça que les gens retiennent. » Il sortit de sa veste une photo pliée, celle de Tyran bébé, dans les bras de sa mère aujourd'hui disparue. « J'ai gardé ça avec moi à Kandahar. Je l'ai gardé en perdant ta mère. Et je l'ai emmenée ici aujourd'hui. Pas parce qu'elle me donne de la force, mais parce qu'elle me rappelle ce qui vaut la peine d'être protégé. » La voix de Tyran baissa. « Tu as toujours su qui veillait sur toi. » Solomon sourit. « Je n'avais pas besoin de savoir. J'avais la foi. Un vrai homme ne disparaît pas quand les choses deviennent inconfortables. Il se présente, et il reste debout. » Il y eut un silence avant que Tyran ne parle à nouveau. « Je veux être comme ça. Comme toi. »« Tu le es déjà, » répondit Solomon. « Tu as marché sur cette scène avec fierté. Tu n'as pas laissé la colère te voler ton moment. Tu es resté ancré, même quand tout autour essayait de te faire vaciller. » Dehors, les derniers soldats montaient dans leur voiture. Creed jeta un dernier regard vers la chargée avant de s'éloigner. Solomon hocha la tête une fois. Pas de mots,
juste la reconnaissance silencieuse de quelque chose d'éternel. Tyran s'adossa dans son siège. Et maintenant, Solomon tourna la clé dans le contact. Le moteur vrombit. Maintenant, on rentre à la maison. Et tu choisis le dîner. Tyran sourit. Waflaos. Solomon rit. Évidemment. Alors qu'ils quittaient le parking, l'école disparut derrière eux. Mais la mémoire de ce qui s'était passé dans ce gymnase ne disparaîtrait pas de sitôt, pour personne. Et pour Tyran, ce jour-là représenterait bien plus qu'un diplôme. C'était le jour où il comprit que la virilité n'a rien à voir avec le bruit, et tout à voir avec la manière dont on se tient quand plus personne ne regarde. Certains crient pour être vus. D'autres restent en silence et ne sont jamais oubliés. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler à quoi ressemble la vraie force.